femmes qui ne savent pas ce que c'est que le féminisme ou qui dans leur conception, avec les pesanteurs socioculturelles, elles voient les féministes en fait comme des personnes assez hystériques ou assez folles. Donc ces femmes-là, lorsqu'on parle d'elles, il ne faut pas aller en maître absolu. Il ne faut pas aller en salvatrice en fait. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Parce que la plupart du temps, elles ne sont pas écoutées dans leur milieu. Et quand en tant que féministe, tu pars parler avec ces femmes et que tu ne les écoutes pas, en fait, tu fais rien de différent par rapport aux hommes ou à la société, je veux dire. Donc, pour amener ces femmes-là à parler, à entrer dans le combat, il faut effectivement les écouter, les comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là que nos actes, nous-mêmes, les améliorons en fait, à nous suivre et à comprendre en fait, la logique dans laquelle nous sommes. Donc il faut beaucoup écouter les femmes qui ne sont pas féministes. Voilà. Parce que nous sommes dans une construction socio-culturelle qui fait que lorsqu'une femme essaie de réfléchir par elle-même, elle est traitée d'hystérique, elle est traitée de folle. Comment toi tu peux penser que tu as des compétences comme un homme pour faire ce travail ou autre? Comment toi, une femme, tu peux dire que tu n'aimes pas cuisiner, mais je ne suis pas une cuisinière, moi je suis agronome. Voilà. Donc il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens en face que, à la femme en face, que être une femme, ce n'est pas une compétence ni un tard. C'est après la société nous apprend à faire les choses ou notre éducation. Donc il faut beaucoup écouter ces femmes-là. Il ne faut pas aller en salvatrice ou en miraculeuse, voilà, pour essayer de les sauver de force. Voilà. Il faut surtout les écouter. Je me remets beaucoup en cause en tant que féministe. Presque tous les soirs, devant le miroir, je me pose assez de questions. Je crois que ça m'a amené à développer les façons dont on peut inclure toutes les voix. La première leçon que je me suis donnée à moi-même en tant que féministe, c'est que mon expérience à moi ne représente pas une compréhension globale des expériences des autres femmes. Donc je suis moi-même limitée. En ayant ça en vue, tu arrêtes de prendre tes expériences pour illustrer la situation des femmes ou le statut des femmes parce que tu n'as pas les mêmes informations. Et quand on parle d'inclure les autres femmes qui n'ont pas les mêmes plateformes que nous, qui ne sont pas dans les mêmes espaces que nous, les femmes qui sont les plus difficiles à atteindre, qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, moi je ne vois pas aller vers elles pour récolter leur voix. Moi je vois faciliter pour que ces femmes puissent aussi porter leur propre voix. Parce que nous disons souvent, nous allons porter la voix des sans-voix, mais ces femmes aussi ont des voix, c'est juste qu'on n'entend pas. Parce que nous, on a beaucoup de réalités soit qui nous floutent la façon dont nous voyons les choses, et elles-mêmes, elles sont en mesure de porter leur voix. Et la troisième chose que moi j'ai réalisée en tant que féministe, c'est de me dire que je dois utiliser mes privilèges pour aider les autres femmes. Et c'est très dur, où on se sent peut-être... Ce n'est pas facile. On peut se voir comme je ne suis pas obligée de faire ça, c'est quel mouvement qui me demande de faire ce travail. Mais je me rappelle que des femmes ont lutté et moi aujourd'hui j'ai accès à l'éducation, je suis ici, j'ai des ambitions, donc c'est de ma responsabilité de faire le même travail. Et quand je parle de privilèges, ce sont les ressources, les plateformes que j'ai, les espaces, les utiliser pour créer des espaces. Et quand on crée ces espaces, parce que c'est également dans la manière dont nous faisons, dans notre système, la façon dont nous concevons le pouvoir, la façon dont nous évoluons, les mouvements sont basés sur des individus qui sont devant, comme des personnes qui sont des leaders de ces mouvements-là. Et nous ne voyons pas
que des mouvements peuvent avoir beaucoup de personnes en tant que leaders. Donc souvent, quand nous allons dans des espaces avec d'autres femmes, nous les écoutons, mais il y a toujours cette façon de vouloir diriger le processus, alors qu'on devrait laisser ces femmes elles-mêmes être les leaders des réponses ou des processus pour apporter un changement. Donc pour ne pas confisquer la parole, ce sont des choses que je revise au quotidien dans les espaces avec les femmes. Est-ce que je suis la personne qui doit parler ou la personne qui a quelque chose à dire? Je me pose souvent ces questions à l'intérieur de moi. Et quand je réponds, je me tais, j'écoute et je facilite le processus pour que ces femmes également puissent avoir l'opportunité de diriger leur propre mouvement, d'aller de l'avant. Et un dernier point que je souhaite aborder également, c'est de ne pas nous sentir comme les personnes qui doivent faire le sale boulot. Il n'y a pas de sale boulot dans le mouvement. Et nous devons toujours nous soutenir, essayer de trouver les façons dont les femmes se sentent à l'aise. Parce qu'une chose, nous voulons que les femmes arrivent dans le mouvement et militent comme nous sommes en train de militer. Et ce n'est pas possible. Ces femmes-là vont faire leur propre chemin dans le mouvement et aller comme elles souhaitent. De plus en plus, si vous me suivez, j'utilise souvent l'expression les jeunes femmes et jeunes féministes. Parce que j'ai ressenti que beaucoup de jeunes femmes qui ne s'identifient pas encore en tant que féministes se sentent exclues de tout ce que je fais, alors que moi je veux leur ouvrir la porte pour qu'elles arrivent aussi dans le mouvement. Du coup, j'utilise les jeunes femmes et féministes parce que ces femmes ont des réalités qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce que les femmes sont affectées dans le mouvement et comment est-ce que nos solutions prennent en compte toutes ces réalités. Donc c'est de réaliser que nous sommes à une étape donnée, nous venons de quelque part et beaucoup d'autres femmes vont arriver aussi à faire le même chemin, aller de l'avant et de ne pas vouloir les transformer en ce que nous nous représentons aujourd'hui. Merci. Moi, je travaille avec les femmes réfugiées et détenues, ça fait 10 ans déjà. Et j'avoue que personnellement, j'ai pris du temps à prendre conscience que j'avais des privilèges. Et je travaille en fait de la manière traditionnelle qu'avait la société civile à l'époque. On va plutôt dans l'idée de bénéficiaires, de personnes un peu comme si on était des sauveurs. Et donc, on n'analyse vraiment pas le contexte et la réalité de ces personnes. Je vais prendre quelques exemples. À l'époque, ce que l'on faisait, c'était qu'on organisait par exemple des séminaires ou des ateliers un peu comme ça dans des salles, où on les invite toute la journée et on paye par exemple le transport et tout. Et puis un jour, c'est en me rapprochant de l'une d'elles que j'ai finalement compris que cette façon de fonctionner ne les arrangeait pas et que parfois on faisait venir des panélistes, des experts sur les questions, mais dans lesquelles elles ne se reconnaissaient pas. Et donc, une me disait par exemple qu'après 30 minutes, elle a du mal souvent à suivre les conversations. Et à ce niveau-là, c'est vraiment ce que le féminisme m'a apporté quand j'ai rejoint le mouvement. Parce que c'est l'approche féministe en fait qui m'a permis de comprendre ces femmes qui viennent des communautés vulnérables. Et donc, comme Chanceline l'a dit, en fait, j'étais vraiment dans l'idée que je porte la voix des sans-voix. Mais c'est vrai, les gens ne sont pas sans-voix. Les gens ont juste des voix qui sont parfois inaudibles. Et du coup, quand on arrive avec nos privilèges, on a l'impression que voilà, on veut plutôt porter leur voix. Et malheureusement, je me suis retrouvée dans les premières années à souvent représenter les femmes réfugiées dans des instances internationales ou des événements régionaux. Et il m'a fallu encore comprendre que non, je dois faciliter le processus pour qu'elles puissent elles-mêmes aller parler de leurs problèmes parce qu'elles vivent une réalité que moi je ne connais pas. Un autre exemple que je vais prendre, c'était à une époque, il y avait une série qu'on appelait Femmes à Boule. Je ne sais pas si certains connaissent. Et je voulais en fait enseigner les femmes sur les notions de consentement et de violence conjugale. Et je cherchais le moyen de communiquer avec elles. On organise une causerie éducative où je viens avec mes documents et tout, j'essaie vraiment d'interagir. Et à la fin, je vois bien que le message n'a pas l'air de passer. Et j'ai oublié un document, je reviens, et je les trouve très anti-habillés en train de commenter Fatma Boule. Et je me dis, ah tiens, voilà, c'est vrai que je n'aime pas ces choses-là, mais parce que je vois bien que c'est de cette façon qu'elles doivent comprendre. Du coup, après, je suis restée et on a discuté par rapport à Fatma Boule. J'essaierai de leur expliquer, raconte-moi un peu la vérité. Et en fait, elles avaient finalement conscience de ce que pouvait être comme viol
ou la notion de consentement, mais c'était la manière dont moi j'allais avec un peu mes privilèges. Je n'arrivais pas en fait à communiquer avec elle. Et à partir de là, vraiment, c'était très simple. Je me suis mise à regarder par ma boule, pas parce que je voulais, mais parce que je voyais que c'était le moyen de communiquer en fait. Un autre exemple, c'était toujours avec les femmes détenues. Alors, en 2012, on fait un projet pour l'amélioration des conditions de détention. Et moi, pour moi, je viens d'une famille assez aisée, donc pour ce qui concerne les jeunes menstruels, je ne comprenais pas ça. Pas que ça ne m'intéressait pas, je ne me rendais même pas compte que ça existait, qu'il y a des femmes qui pourraient avoir des difficultés à se procurer des serviettes hygiéniques. J'arrive dans la prison de Lubek qui est à Douala, et là, je viens avec mon idée à moi, peut-être de savoir que peut-être les gardiens les embêtent, du harcèlement ou autre. Mais elles me disent non. Le principal problème qu'elles ont, c'est le problème des serviettes hygiéniques. Et l'autre problème qu'elles ont, c'est quand leur mère ou leur soeur vient rendre visite. En fait, les filles sont faites par les gardiens, ça dit que c'était des hommes, et enfin, on se permettait un peu de tout. Donc voilà les problèmes. Elles sont capables d'identifier en fait leurs problèmes. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? C'est vraiment de faciliter le processus. Et puis en ce qui concerne vraiment les questions de féminisme, pour moi, je ne vais pas vraiment dans le sens de Chanceline et même de Marie-Paul, d'aller vraiment dans la question plutôt de droits de femmes. Parce que parfois elles ne comprennent pas. Beaucoup d'entre elles, par exemple, ne sont pas sur les réseaux sociaux, même si les plus jeunes aujourd'hui ont accès notamment à Facebook et à WhatsApp, mais elles ne comprennent pas. Donc, l'idée pour moi, ça a été vraiment plutôt d'aller dans le sens du leadership féminin pour leur permettre aujourd'hui de comprendre. Et bien sûr, à ce moment, d'insérer un petit peu le mot, pas l'émotion, mais vraiment le mot féministe pour qu'elles comprennent un peu ce que c'est et de laisser à chacune vraiment la liberté de décider quelle forme elle peut avoir. Il y a par exemple des jeunes filles de 18 à 25 ans, des réfugiés, de la ville de Douala, qui après une session, il y a 2 ans, ont décidé d'ouvrir leur club de jeunes filles leaders réfugiés, ce qui est assez... Voilà, ce qui est assez très intéressant. Les plus âgées, par exemple, les femmes de 60 ans, elles sont toujours restées dans l'idée de communauté et ont cherché à adresser la question, par exemple, de violence conjugale. Et puis, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, malheureusement, le gouvernement camerounais n'avait pas pris encore la situation des réfugiés et parce qu'en général, on pense souvent beaucoup plus aux réfugiés dans les camps. Et donc, elles avaient été exclues et elles sont venues me voir pour me dire, ok, nous on veut sensibiliser dans notre communauté parce qu'on a peur, on entend la radio, ce qui se fait, et est-ce que vous pouvez venir nous aider? Et à ce moment-là, je leur ai dit, non, vous pouvez vous sensibiliser dans votre communauté, on va organiser juste une formation pour vous, et vous serez vous mettre les portes dans votre communauté parce que c'est ce que vous pouvez l'être. Et elles ont accepté, et je vous jure que moi-même j'étais impressionnée de comment est-ce qu'elle faisait les sensibilisations. Et il y a des vidéos, je vais vous partager pour que vous voyez un peu. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà de cette formation, les femmes n'avaient pas accès en fait aux postes de décision dans les communautés de réfugiés. Les réfugiés sont classés souvent en termes de communauté par pays, soit on est des réfugiés centrafricains, des réfugiés tchadiens. Et du coup, il y avait toujours les présidents de communauté. Et à chaque fois, les femmes, c'était un peu comme dans nos gouvernements, c'est toujours le poste de charger des questions des femmes. Mais à chaque fois, il y a un processus d'élection. Et en 2021, les femmes, quand elles se sont rendues compte qu'elles ont pu s'engager dans leur communauté, elles ont elles-mêmes décidé, plusieurs d'entre elles, de se présenter au poste de président de leur communauté. Et 3 sont passées, alors que ça n'était jamais arrivé.